Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Kinshasa face à une insécurité de plus en plus organisée avec le phénomène de braquage qui s'intensifie. Le dernier en date survenu à Bibois dans la commune de Lantsele relance le débat sur la montée d'un banditisme structuré que les autorités peinent à maîtriser. Et puis en RDC, le choléra gagne du terrain, touchant 20 provinces sur 26. L'épidémie pousse Médecins sans frontières à lancer un appel urgent à la mobilisation des fonds pour une réponse nationale coordonnée. Enfin, à l'international, l'Algérie veut stabiliser sa production pétrolière tout en misant sur les gaz naturels. Début octobre, le pays a lancé la réévaluation des 2 zones stratégiques pour renforcer son secteur énergétique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Commençons avec cette information. Face à l'épidémie de choléra qui touche 20 des 26 provinces en RDC, Médecins sans frontières lance un appel urgent à la mobilisation des fonds pour une réponse multisectorielle. L'appel a été lancé ce mercredi à Kinshasa lors d'une conférence sur la crise sanitaire. Dans mon mat. En République démocratique du Congo, le choléra frappe de plein fouet. Depuis janvier, plus de 58 000 cas suspects ont été recensés, faisant au moins 1700 morts. Une épidémie d'une ampleur inédite qui touche aujourd'hui 20 des 26 provinces du pays. Face à cette situation, Médecins sans frontières, MSF en sigle, tire la sonnette d'alarme. Lors d'un point de presse ce mercredi, l'ONG appelle à une mobilisation urgente et multisectorielle. Nous tirons vraiment la sonnette d'alarme parce que nous avons encore 2 mois devant nous et nous avons surtout des facteurs aggravants qui sont sur place et un des facteurs aggravants, c'est la saison de pluie qui va commencer. La riposte se heurte à de nombreux obstacles. Accès difficile à certaines zones, insécurité, manque de vaccins et de personnel. MSF déplore également le désengagement de plusieurs partenaires humanitaires, conséquence de la baisse des financements. Si rien n'est fait pourtant, l'épidémie, souligne MSF, risque de s'aggraver. Nous avons traité plus de 35 000 patients depuis le début de l'année. Nous avons contribué à la vaccination de plus de 22 000 personnes. L'OMS est présent sur le terrain, l'UNICEF est présent, mais ça ne suffit pas. Donc il est question aujourd'hui de redoubler d'efforts pour que nous puissions inverser la courbe d'ici la fin de l'année. Pour Médecins sans frontières, il est temps d'agir au-delà du secteur médical. Une réponse efficace au choléra doit aussi passer par l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'éducation des populations, une urgence humanitaire et sanitaire à ne pas ignorer. Après l'incident du site artisanal de Delvaux, la première ministre Judith Suminwa réunit les principaux acteurs pour coordonner une réponse urgente, relogement des artisans, mise en place d'un incubateur moderne et création d'une assurance incendie adaptée. Dans mon mat. À Kinshasa, le souvenir de l'incendie du site artisanal de Delvaux reste encore vif. Ce drame a touché des centaines d'artisans, menuisiers, ébénistes et entrepreneurs, laissant derrière lui des pertes matérielles considérables. Face à cette tragédie, la première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion d'urgence ce 21 octobre à la primature. Autour de la table, le ministre de la Santé, des PME, le gouverneur de Kinshasa, mais aussi la FOGEC, l'ARCA, le FPM, Equity Bank et plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Nous avons fait le tour d'horizon de toute la problématique qui a 3 volets essentiels. Il y a les côtés humanitaires, il y a les côtés implémentation du projet lui-même incubateur
Et puis il y a tous les volets liés à l'indemnisation de ceux qui ont perdu ceci ou cela. Le gouvernement promet une réponse rapide. Ainsi, des transitions ont déjà été identifiées pour permettre aux artisans de reprendre leurs activités dans de meilleures conditions. Nous allons prendre une mesure transitoire. Nous allons sensibiliser les artisanaux à délocaliser momentanément leurs activités et nous avons trouvé les sites pour ça, de manière à ce que le site reste vide et qu'ils reçoivent les travaux rapidement. Il y a un produit spécifique, l'ARCA du travailler de manière urgente avec les sociétés d'assurance pour mettre en place des produits d'assurance pour les micro-assurances des personnes qui ont des bas revenus, qui doivent bénéficier d'une inclusion financière. Donc il y a déjà ce produit-là dont ils bénéficient, mais c'est des produits qui touchent l'assurance vie. La circonstance que nous avons connue aujourd'hui, aux instructions qui nous ont été données par la volonté du chef de l'État, c'est de mettre maintenant des produits qui soient adaptés, par exemple, pour l'incendie. Un appui financier et technique est également prévu par le FPM pour construire un véritable écosystème résilient. Nous apportons des assistances financières et des assistances techniques au sein des institutions financières pour créer un écosystème financier beaucoup plus résilient. Et c'est là où nous on va beaucoup plus jouer notre rôle. Sectoriel coordonné par la Première ministre qui marque un tournant dans la prise en charge des sinistrés artisanaux à Kinshasa. Le modèle Delvaux pourrait bientôt s'étendre à d'autres zones sensibles. Je l'ai annoncé en titre, Kinshasa vit au rythme d'une insécurité protéiforme de plus en plus organisée, avec notamment le phénomène braquage. Le dernier en date a eu lieu ce mercredi au quartier Bibois dans la commune de Lantsele, où des criminels ont pris d'assaut une boutique et ont emporté une très grosse somme d'argent. Alors que les autorités peinent à endiguer le phénomène, certains redoutent l'émergence d'un véritable banditisme structuré. Blaise Kouzola. À première vue, Kinshasa grouille comme toujours. Klaxons, marchés, écoliers en uniforme. Mais derrière cette agitation familière, la peur s'installe. L'insécurité progresse, change de forme et semble désormais omniprésente. Dans les années 2010, le mot Kuluna entre dans le langage courant. Des bandes de jeunes armés de machettes terrorisent les rues. En 2013, l'État lance l'opération Likofi, violente. Médiatisée, elle fait des dizaines de morts ou d'arrestations sans faire disparaître le phénomène qui évolue. Dès 2016, de nouvelles méthodes apparaissent. Des passagers disparaissent dans des taxis piégés. Séquestration, vol, parfois viol. De motos et taxis sont volés, leurs conducteurs tués pour effacer toute trace. En 2025, les motos deviennent l'outil préféré de voleurs. Rapides, discrètes, elles servent à arracher sacs et bijoux en un instant. Les cambistes qui manipulent d'importantes sommes sont particulièrement ciblés. Et récemment, une tentative d'attaque de banque a marqué un tournant, laissant craindre l'émergence d'un banditisme organisé. Le phénomène Kuluna persiste, plus structuré. Certains quartiers vivent sous leur coupe, craquettes, menaces, impôts illégaux, armes à feu. Malgré l'opération Dobo lancée en 2025, les leaders restent introuvables. À chaque arrestation, d'autres prennent la relève. Cambistes, shops, banques, quelle sera la prochaine cible? Hôpital, école, bureau d'État. Certains évoquent une radicalisation, d'autres redoutent une mafia urbaine en pleine montée. Et pour parler de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, nous avons un invité ce soir. Il s'agit du professeur Raoul Nicodème Kienge. Il est criminologue, mais aussi directeur de l'école de criminologie à l'université de Kinshasa. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir, madame Damani Mojinga. Alors, comment expliquez-vous la recrudescence de la criminalité en RDC? Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, la ville de Kinshasa est en train de se transformer sur le plan démographique, sur le plan de l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication. En même temps, il y a beaucoup de catégories sociales qui sont en situation de précarité, qui cherchent des moyens de vivre. Et donc, pour certaines personnes, c'est un gain facile de pouvoir obtenir l'argent par de braquage ou en utilisant des armes blanches. Et donc, c'est tous ces éléments qui contribuent justement à transformer la ville de Kinshasa et à soulever ces questions de défis sécuritaires dans la ville. La ville est en train de grandir, c'est une très grande ville et ce sont des faits fréquents, n'est-ce pas,
dans des grandes villes. Et on doit s'habituer justement à cela, mais on doit anticiper pour pouvoir intervenir de manière efficace. Mais si rien n'est fait à l'immédiat, à moyen terme, Kinshasa risquerait-elle de devenir une ville avec un taux de criminalité élevé? Bien, je ne suis pas sûr qu'un jour on mettra fin à cette criminalité parce que, comme disait un auteur qui est, disons, un grand sociologue, Émile Durkheim, le crime rime avec l'humanité, n'est-ce pas? Mais on peut quand même mettre en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir gérer et rassurer la population par rapport à la sécurité. Et parmi ces ressources, ces mécanismes, il y a le braquage, disons, la constitution d'une brigade anti-braquage, par exemple, qui puisse intervenir aussi rapidement que possible pour pouvoir sécuriser la population, c'est les choses, et être en mesure de mettre la main sur les assaillants pour permettre à la justice de leur demander des comptes, en fait. Voilà. Mais selon vous, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour mettre fin à cette criminalité dans la ville-province de Kinshasa? Bien, parfois, vous savez, c'est difficile de pouvoir faire des pronostics, je dirais, négatifs de ce point de vue-là. Ce sont des dynamiques qui se mettent en place du côté des personnes, voilà, ce sont des citoyens quand même, évidemment, et d'autre part, du côté aussi du gouvernement, de l'autorité publique qui est chargée justement d'assurer la sécurité des personnes. Il y a aussi des actions qui se réalisent. Et donc, on ne peut pas penser que Kinshasa va être une ville non fréquentable, non. À New York, à Paris et dans beaucoup d'autres grandes villes du monde, il se passe parfois pire. N'est-ce pas? Donc, on doit plutôt développer ces nouveaux paradigmes de la sécurité qui consistent à la coproduction de la sécurité, l'autorité publique en partenariat avec la population au niveau local, justement, pour pouvoir renforcer la sécurité et transmettre des informations nécessaires pour que l'autorité compétente puisse agir lorsque il faut agir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à vous, professeur Raoul Nicodème Kienge, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'il est criminologue et directeur de l'école de criminologie à l'UNIKIN. D'accord, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Madame Damani Mojinga. Poursuivons avec l'actualité dans un élan déterminé pour revitaliser à la capitale congolaise. Le gouverneur Daniel Bumba a inauguré le 21 octobre la remise de 100 camions bennes dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga. Ce geste marque le lancement d'une vaste opération d'assainissement destinée à débarrasser la ville des déchets accumulés. Malgré cet investissement
significatif, des interrogations subsistent quant aux stratégies mises en place pour assurer l'efficacité de cette initiative à long terme. Gigi Nende nous en dit plus. Dans le cadre du projet Kinshasa et Zobonga, le gouverneur Daniel Bumba a officiellement remis son camion-benz à l'exécutif provincial ce mardi à Kinshasa. Ces véhicules seront utilisés pour l'évacuation des déchets et l'assainissement de la ville, marquant ainsi une étape importante vers une Kinshasa moderne, propre et sécurisée. La cérémonie de remise, qui a eu lieu quelques semaines après la récupération du site d'enfouissement de Mpassa, symbolise le lancement d'une opération d'envergure visant à libérer les artères de la ville des tonnes d'immondices accumulées. Ce déploiement massif de ressources logistiques s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour redonner à la capitale son éclat d'antan, celui de Kinlabel. Cependant, il reste à clarifier les mesures mises en place pour garantir l'efficacité de l'assainissement urbain sur l'ensemble de la ville. La ville de Kinshasa a déjà, par l'entremise du ministère provincial de l'Environnement, a ses services à lui appropriés qui gèrent les services de l'assainissement qui est la RASKIN, régie provinciale de l'assainissement de la ville de Kinshasa, ainsi que nous avons notre direction de gestion des enjeux au niveau de TP. Donc tout ce qui est comme enjeu de la ville, que ce soit de l'assainissement, que ce soit d'autres ministères ou services, sont gérés au niveau du TP. Les enjeux ont été achetés pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est pratiquement impossible que ces enjeux-là, ça sert que pour la commune de Ngaliema ou soit pour 5 ou 7 communes. Non, les enjeux sont là pour servir à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous voyons toutes nos communes de la ville. Si la ville est assainie, nos santé à nous, la population quinoise et quinois est rassurée. Et moi, je profite aussi de l'occasion pour demander à la population quinoise et quinois qui sont les propriétaires de ces engins, de l'accueillir. Cette opération d'assainissement motorisé est présentée comme un tournant dans la gestion des déchets à Kinshasa. Avec ce renforcement logistique, l'hôtel de ville aspire à faire de la métropole congolaise un modèle africain en matière de propreté et de modernité, tout en améliorant le cadre de vie de ses habitants. Et puis, le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Gueffa, a annoncé ce mercredi 22 octobre la reprise de la délivrance des documents administratifs suspendus depuis septembre. Il a également abrogé l'obligation de détenir un permis de culte, une mesure imposée par son prédécesseur Constant Mutamba pour encadrer les associations sans but lucratif. Cette exigence est désormais considérée comme dépourvue des bases légales. Patience Okeke. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a dans un communiqué publié ce mercredi 22 octobre annoncé la levée de suspension des délivrances de certains documents administratifs initialement interrompus par le communiqué numéro 002 du 29 septembre 2025. Cette levée est consécutive à une évaluation juridique approfondie et à l'instauration de mécanismes garantissant régularité, transparence et traçabilité. Outre la levée de mesures, le ministre a mis également fin à l'obligation de détenir un permis de culte, une mesure qu'il juge non légale conformément à l'article 22 de la Constitution pour garantir la liberté religieuse. Le service ecclésiastique sont appelés à reprendre immédiatement leurs activités dans le respect de nouvelles directives internes et de lois du pays. Le ministre réaffirme son engagement pour des réformes axées sur la transparence, la légalité et la rigueur dans la gestion des actes publics. Pour rappel, l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait publié samedi 20 juillet un communiqué sur les réseaux sociaux exigeant l'obtention obligatoire d'un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Cette mesure est intervenue subsidiairement aux résolutions de travaux de la commission multisectorielle culte et associations chargée de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif. Parlons politique à présent. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila a réaffirmé mardi à Kinshasa son opposition
à toute initiative du régime visant à modifier la constitution du 18 février 2026 qu'il qualifie de démarche suicidaire pour la nation lors de la session interorgane. L'ancien parti présidentiel qui a pourtant procédé à son temps à la révision de la loi fondamentale motive son refus, traduisant les contradictions du PPRD de l'avis des observateurs. Didier Ilunga. La procédure de révision et la possibilité du changement de la Constitution de 2006 surgit et fait débat entre politiques. Les partisans du PPRD ont à l'unanimité procédé à ce qu'ils qualifient de renforcement moral des cadres et militants ainsi qu'à la redynamisation des organes statutaires en vue des prochaines actions politiques visant à barricader la route à une éventuelle révision de la Constitution. Le parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, réaffirme son opposition à toute tentative du régime en place de modifier la Constitution du 18 février 2006, qualifiant telle initiative d'inopportune et suicidaire pour la nation. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila a également apporté son soutien à la création de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, appelant la population à y adhérer pour défendre les acquis constitutionnel. Affichant sa détermination de vouloir reconquérir le pouvoir, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie serait en train de tomber sur ses propres contradictions, s'interroge une certaine opinion. Les observateurs sont quant à eux formels, comme en 2006. Avec le même PPRD, la Constitution de 2006 prévoit elle-même les mécanismes de sa propre révision. Toute opposition à sa révision n'est que l'ordre de la politique politicienne. Au sein du parti présidentiel, l'UDPS, le parti de Joseph Kabila n'était pas mieux placé pour donner des leçons au régime Tshisekedi. Ayant un mandat national et donc la légitimité nécessaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a le devoir de canaliser les aspirations du peuple congolais qu'il a élu. Rappelle une autre source au sein de l'Union sacrée, la plateforme du président Tshisekedi. Notons par ailleurs que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé devant le Parlement, mercredi 11 décembre dernier, l'idée d'une réforme constitutionnelle à Lubumbashi. Le chef de l'État a enrichi son idée en disant « Personne ne va changer ma position sur la révision et le changement de la Constitution ». Une prise de position que ses détracteurs placent dans les registres de sa volonté supposée de briguer un troisième mandat, alors que ni son entourage, ni encore lui-même, personne n'a évoqué. Sport, la République démocratique du Congo sera bien représentée lors de la prochaine cérémonie des CAF Awards 2025. Deux léopards se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Fiston Mayele et Noah Sadiki, tous deux nominés pour les distinctions les plus prestigieuses du football africain. L'instance du football africain a dévoilé les listes ce mercredi 22 octobre. Blaise Kouzola nous en dit plus. L'attaquant congolais réalise une année 2025 tout simplement remarquable. Auteur de prestations de haut niveau sur la scène continentale, il figure non seulement parmi les 10 finalistes pour le Ballon d'Or africain, mais également parmi les candidats au titre de meilleur joueur interclub africain de l'année. Dans la course au Ballon d'Or, le buteur congolais devra rivaliser avec des stars du football africain tels que André Franco Zambo Anguissa du Cameroun, Mohamed Salah de l'Égypte, Denis Bouanga du Gabon, Serhou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi et Oussama Lamliou du Maroc, Victor Osimhen du Nigeria, ainsi qu'Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr du Sénégal. Une reconnaissance continentale qui récompense la constance et les talents de l'ancien joueur de l'AS Vita Club de Kinshasa. Autre fierté congolaise, le jeune milieu de terrain Noah Sadiki est nominé dans la catégorie jeune joueur africain de l'année 2025. Une distinction qui vient saluer l'émergence de ces talents prometteurs, symbole du renouveau du football congolais. Ses performances régulières et son engagement sur le terrain en font l'un des espoirs le plus suivis du continent. La CAF devrait très prochainement dévoiler la date de la cérémonie de ces CAF Awards 2025 où le verdict sera connu. En attendant, Fiston Mayele et Noah Sadiki continuent d'enchaîner des performances dans leurs clubs respectifs, à savoir Pyramide d'Égypte et Sunderland d'Angleterre. Mesdames, Messieurs, place à présent à la page internationale.
parallèle de ces efforts pour soutenir la production et l'exportation de gaz naturel, l'Algérie cherche à stabiliser sa production de pétrole brut. Début octobre, le pays a décidé de réévaluer 2 zones clés dans ce sens. Blaise Kouzola. Le groupe égyptien Petrojet a décroché un contrat d'environ 1,8 milliard de dollars en lien avec la phase 2 de développement du champ pétrolier à Sibir, Rekaïz, dans l'est du pays. Le contrat porte sur la construction d'une unité de traitement centrale d'une capacité de 31 500 barils par jour, ainsi que sur la réalisation d'environ 217 km de pipeline. Les marchés attribués par Sonatrach, la société publique des hydrocarbures en Algérie, à l'issue d'un appel d'offres international, prévoit également la modification d'infrastructures existantes. Petrojet interviendra en tant que contractant principal au sein d'un consortium avec Arcade SPA. Le champ de Assibir Rekaïz est exploité par un groupement entre Sonatrach et la compagnie thaïlandaise PTTEP. Cette deuxième phase de développement vise plusieurs objectifs destinés à soutenir la production et l'exportation du pétrole brut. Pour l'Algérie, il s'agit d'une part de développer davantage son secteur pétrolier dont la production s'est élevée à 947 000 barils par jour fin août 2025 selon les données compilées par Trading Economics. Dans la même dynamique, l'Agence nationale pour la valorisation de ressources en hydrocarbures a relancé l'évaluation pétrolière des bassins de Tougourt et Berkine via des conventions d'études signées avec la compagnie omanaise Petrogaz EP. Au-delà de l'exploitation accrue du bassin de Berkine qui abrite le gisement, le partenaire vise une hausse de la production au-delà du niveau actuel, la phase 1 ayant atteint un objectif d'environ 13 000 barils par jour. Les chantiers préparent la montée en puissance du projet dont la deuxième phase 2 pourrait porter la capacité de production d'huile à environ 63 000 barils par jour d'après les études des ingénieries de base. Le programme du début des travaux n'a pas encore été précisé. Loin d'être anecdotique, les terres rares constituent aujourd'hui un maillon essentiel des industries de pointe. Ces 17 éléments, dont le néodyme, le dysprosium ou le terbium, sont indispensables à la fabrication des semi-conducteurs, des batteries, des éoliennes ou encore des véhicules électriques. Leur utilisation s'étend également aux technologies médicales, aux smartphones et aux systèmes de défense. Toujours avec Blaise Kouzola. La transition énergétique et numérique a multiplié le besoin en matériaux critiques, faisant de ces métaux discrets un enjeu stratégique de premier plan. Dans un monde engagé vers la décarbonation, les terres rares sont devenues l'équivalent du pétrole du XXIe siècle, une ressource stratégique convoitée et politiquement sensible. La domination chinoise sur le marché ne résulte pas du hasard. Pékin produit près de 70% de volumes mondiaux et détient environ la moitié de réserves exploitables. En 2024, le pays a extrait 270 000 tonnes de terres rares, soit plus du double de sa production d'il y a 5 ans. Les États-Unis, pourtant pionniers dans les années 1960, ne parviennent plus à suivre avec seulement 45 000 tonnes extraites et une capacité de raffinage limitée. La véritable force de la Chine réside dans le contrôle de la chaîne de valeur, de l'extraction au raffinage en passant par la transformation en aimant permanent. Le pays a su développer un écosystème industriel intégré, soutenu par l'État, lui permettant de fixer les standards techniques et de conditionner les exportations mondiales. Face aux tensions commerciales initiées par Washington, Pékin fait des terres rares une arme diplomatique et économique. En restreignant leurs exportations, la Chine a rappelé sa capacité à perturber le chaîne d'approvisionnement occidental. Ces mesures ont déjà provoqué des arrêts de production dans l'industrie automobile, notamment chez Ford à Chicago, et suscité des inquiétudes dans les secteurs européens de la haute technologie. En 2023, la Chine a élargi ses contrôles à l'exportation, imposant des licences spéciales pour certaines terres rares lourdes et pour des technologies de raffinage associées. Parallèlement, Washington cherche à diversifier ses approvisionnements. Des accords ont été signés avec l'Australie qui abrite les 4e plus grandes réserves mondiales, ainsi qu'avec l'Ukraine encore en phase d'exploration. Ces initiatives traduisent une volonté politique claire, mais elles se heurtent à une réalité industrielle complexe. La mise en exploitation d'un gisement peut nécessiter
jusqu'à 10 ans pour un coût considérable et avec des enjeux environnementaux souvent sensibles. Au-delà de la rivalité commerciale, la stratégie chinoise s'inscrit dans une logique de puissance en long terme. En verrouillant la chaîne mondiale de terres rares, Pékin ne se contente pas de protéger ses intérêts économiques, elle oriente la géographie industrielle du XXIe siècle. Sa domination sur ce matériau critique lui confère un avantage décisif dans le secteur d'avenir, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, de véhicules électriques ou de l'intelligence artificielle. C'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Damoumat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Géopolice Hebdo présente cette semaine un dossier spécial sur l'après TICAD 9. Tokyo, qui venait tout juste de retirer Kinshasa de la liste des entités non éligibles à ses financements, propose désormais à la RDC des opportunités dans les domaines de TIC. Placé sous le thème Rappel tri-hebdomadaire, co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, la 9e TICAD avait pour objectif de consolider la coopération entre le Japon et les pays africains. La transformation numérique et verte a été érigée en priorité. 2 mois plus tard, la RDC est éligible au crédit japonais. Des projets dans les secteurs miniers et énergétiques sont en cours de structuration. Toutefois, ces ouvertures dépendent étroitement d'un climat des affaires assaini et de la transparence dans la gestion de fonds. Géopolice Hebdo indique par ailleurs qu'au niveau gouvernemental, au-delà des résolutions de la TICAD 9, un vaste programme de formation au métier du numérique est en préparation. Il devrait concerner plus de 250 000 jeunes Congolais dans l'objectif de renforcer le capital humain et répondre aux défis liés à l'innovation technologique. Info 27 rapporte qu'à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le CENSA, s'est réuni en séance plénière mardi 21 octobre 2025. La séance présidée par Joseph Olengankoy a porté sur la nécessité d'un dialogue national inclusif. Malgré les accords signés à Doha entre le gouvernement et la FCM23, le combat persiste. Le CENSA insiste sur l'importance d'un climat de confiance mutuelle et appelle toutes les parties à s'engager pleinement dans ces dialogues. Dans une autre lecture de la situation politique nationale, Impact observe que l'opposition congolaise peine à désigner une figure de proue. Depuis la fin de la coalition FCC Cash, plusieurs voix se réclament de l'opposition, mais aucune ne parvient à s'imposer comme alternative crédible. Joseph Kabila, aperçu récemment à Nairobi lors d'un rassemblement politique, s'ajoute à une liste d'acteurs comprenant Moïse Katumbi, Jean-Marc Abound et Martin Fayoulou. Moïse Katumbi reste hésitant, partagé entre la scène internationale et la crainte d'être assimilé à l'ancien système. Martin Fayoulou continue de porter des discours de 2018 sur la vérité des urnes, un message qui peine à se renouveler. ACP annonce que l'obligation de détenir un permis de culte avant d'ouvrir une église en RDC est désormais levée. Cette mesure, jugée sans base légale, a été abrogée par le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Guillaume Gueffa. Selon le communiqué du ministère, cette décision s'appuie sur l'article 22 de la Constitution et vise à garantir la liberté des religions ainsi qu'une meilleure sécurité juridique. Le ministre a également levé la suspension temporaire de la délivrance de certains documents administratifs après évaluation juridique et mise en place de nouveaux mécanismes de transparence et de traçabilité. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette grande édition. Je vous rappelle les 3 principaux titres. Kinshasa face à une insécurité de plus en plus organisée avec le phénomène.